Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous à l'émission Éthique dans la société et les médias. Nous nous retrouvons en ce vendredi soir pour discuter autour d'un sujet important à l'égard des musulmans de France et notamment à l'égard du gouvernement français. Nous allons échanger sur le colloque international qui a eu lieu l'an dernier, les 16 et 17 novembre 2016 et qui a été organisé par l'UMR DRES, l'unité mixte de recherche, droit, religion, entreprise et société, par l'Université de Strasbourg et par le CNRS, le Centre national de recherche scientifique. Le colloque international sur le statut des ministres du culte musulman en France avait pour objectif de définir la fonction d'imam selon les textes fondateurs et telle qu'elle est rapportée par les différentes écoles et les traditions juridiques musulmanes. Donc cette présentation a été complétée par des contributions exposant les initiatives nationales de codification d'éléments des textes fondateurs islamiques sous la forme de statuts ou de règlements en vue de donner une assise institutionnelle à la fonction d'imam. Et c'est pourquoi ce soir, nous avons invité le vice-président du CRCM Alsace, M. Murat Ercan, pour échanger sur ce colloque afin de pouvoir obtenir beaucoup plus d'informations sur l'évolution et les finalités de ce colloque, en tout cas sur la rédaction d'un projet de charte des statuts des imams en France. Bonsoir et bienvenue, M. Ercan. Bonsoir, merci de m'avoir invité. Merci en tout cas d'avoir assisté à notre programme. Tout d'abord, je voudrais commencer par vous demander sur l'organisation du culte musulman en France. Comment s'organise-t-il sur le plan économique et social? La parole est à vous, M. Ercan. Alors c'est un vaste sujet. Peut-être qu'avant de parler de l'organisation actuelle, il serait intéressant de voir un petit peu un rapide historique de l'évolution. Donc la communauté musulmane en France, donc l'islam est la deuxième religion de notre République. La communauté musulmane représente environ 10% de la population, donc c'est un nombre considérable. Et malheureusement, depuis que cette communauté existe en France, elle a toujours eu un problème de représentation. La communauté elle-même a besoin de représentants pour représenter sa religion, sa pratique, son organisation, mais également les pouvoirs publics ont besoin d'avoir un interlocuteur unique au même titre que les autres cultes, catholiques, protestants, judaïques, qui eux ont déjà des instances représentatives depuis plusieurs décennies. Cette histoire de représentation, donc cette volonté de mettre en place une représentation de l'islam de France a commencé dès 1988, donc ça fait une vingtaine d'années. Donc j'ai pris quelques notes pour me rappeler des dates. En 1988, il y a eu la création du CORIF, donc le Conseil des réflexions sur l'islam de France, mais par Pierre Jox, qui n'a pas reçu le support de la communauté musulmane qui le jugeait trop artificiel. Ensuite, il y a une initiative qui a été faite par Charles Pasqua en 1993 avec la création du Conseil représentatif des musulmans de France. Et rebelote ensuite, quelques années plus tard, en 1999, par le ministre de l'Intérieur et qui est actuellement le président de la Fondation de l'Islam de France, peut-être qu'on en parlera également plus en détail par la suite, M. Jean-Pierre Chevènement. Toutes ces initiatives, malheureusement, n'ont pas eu de succès. Et puis, il y a eu également une initiative en 2000 par Daniel Vaillant. Et il y a eu également l'initiative de Charles Pasqua, on l'a dit. Et puis en 2003, c'est Nicolas Sarkozy, donc ministre de l'Intérieur en 2003, qui a relancé et qui a créé les bases de cette structure qui s'appelle le CFCM, Conseil français du culte musulman en France. Malheureusement, depuis sa création, donc 2003, nous sommes en 2017, ça fait que quelques dizaines d'années, 13 années,
14 années, c'est une structure relativement jeune. Et de par sa constitution, son fonctionnement a toujours été problématique. La constitution des organisations musulmanes en France s'est faite par rapport au pays d'origine. Aussi bien la communauté maghrébine que la communauté turque et africaine s'est organisée par rapport à ce qui existait dans le pays d'origine. Ce qui est normal parce que le savoir, les connaissances, la pratique étaient présentes dans les pays musulmans. Il est bien évident que cette communauté, quand elle est arrivée en France, c'est une communauté majoritairement ouvrière. Donc ces pays d'origine n'ont pas envoyé de ministres de culte pour accompagner ces citoyens. Donc ils ont dû s'organiser et puis utiliser l'expérience et les connaissances des pays d'origine pour s'organiser et faire perdurer leurs pratiques, répondre à leurs besoins de pratique. Du coup, c'est constitué en France des fédérations qui ont un lien relativement fort avec le pays d'origine. Et lorsqu'on a demandé de s'organiser au niveau français pour répondre aux besoins locaux, nationaux de cette communauté, ces fédérations qui ont organisé la communauté musulmane étaient un atout, bien sûr, pour répondre aux besoins de pratique des musulmans, mais quelque part constituent un frein à l'heure actuelle pour arriver à une véritable institution représentative, légitime, puissant de la communauté musulmane en France. D'autant plus que lorsque cette structure a été créée, on ne lui a pas donné les moyens. Malgré tout, les personnes qui ont présidé, qui président également actuellement les CRCM, donc qui sont les fédérations régionales qui constituent le CFCM, ces personnes travaillent d'une manière bénévole et essayent de répondre à un besoin qui est énorme et pour lequel ils n'ont pas les moyens. Ni les moyens humains, ni les moyens financiers pour répondre aux besoins. Alors il y a des chantiers énormes pour des problèmes très importants en ce qui concerne la communauté musulmane en France. Notamment, je pense que l'un des premiers problèmes, c'est l'image de l'islam. L'islam, dans le contexte international que vivons actuellement, fait débat, pose des interrogations. Cette religion qui pour nous est une religion d'excellence, de juste milieu, de paix, puisque l'islam, sa signification, c'est la paix, est malheureusement perçue comme une croyance, une religion qui ne serait pas adéquate et qui ne corresponde pas aux valeurs de la République. Or, tous les musulmans vivent depuis des dizaines d'années en France, et même dans les pays musulmans, en paix, en respectant les valeurs. D'ailleurs, tout musulman doit respecter l'ordre établi, c'est une des prescriptions de notre religion. Nous n'avons aucun problème avec les valeurs de la République, avec l'ordre public, avec la paix. Malheureusement, notre religion est mal perçue, donc nous sommes mal organisés pour essayer de redresser cette situation et de donner la véritable image de cette religion. Donc nous avons un véritable problème d'image de l'islam. Le deuxième volet problématique qui n'a toujours pas été résolu à l'heure actuelle, c'est la formation des cadres religieux. Il existe bien évidemment quelques initiatives en France, quelques instituts à Paris et puis l'île de la Réunion, mais ces structures, bien qu'elles évoluent, ne répondent pas aux besoins nationaux et sont insuffisants pour répondre
à la demande de la population musulmane. Il faut noter qu'il y a plus de 2500 lieux de culte. Il y a, je pense, plus de 1000 imams ou 1500 imams, donc lieux de culte, qui ont des imams, entre guillemets, formés ou autoproclamés, ou ce sont des personnes qui ont un peu de connaissances, qui exercent cette fonction. Et donc, beaucoup de lieux de culte nécessitent d'avoir de véritables imams. Pour cela, il faut, nous allons en parler également, voir le statut de l'imam. C'est un statut où il y a la désorganisation totale, le flou total. Il faut absolument remédier et créer un cadre pour l'exercice de cette fonction. Il y a également d'autres problèmes à traiter, notamment l'enseignement des jeunes au niveau des mosquées, mais également la viande halal, la pratique rituelle, l'enterrement, il y a l'abattage rituel, qui est un grand volet à traiter. Il y a la construction de nos lieux de culte, le financement de l'islam, qui est un véritable problème. Donc tout cela, nous avons besoin de répondre et d'apporter des réponses à tous ces sujets-là. Et malheureusement, les fédérations et donc les lieux de culte n'ont pas les moyens, ne sont pas structurés pour, ni les moyens humains, financiers, pour essayer d'apporter une réponse générale à tous ces besoins-là, tous ces sujets. Chaque lieu de culte est d'abord préoccupé par la construction de son lieu de culte, la rénovation. Il y a des dizaines, des milliers, des centaines de lieux de culte et mosquées qui sont en travaux, en chantier. Donc la priorité de la communauté est d'apporter d'abord sa contribution financière à la réalisation pour terminer ces chantiers-là. C'est une organisation interne qui se passe dans les communautés alors. Et exactement, chaque lieu de culte essaye d'abord de subvenir à ce besoin qui est primordial pour eux avant de s'attarder ou de consacrer son énergie, ses moyens pour les sujets dont je viens de parler. Et puis il y a également le problème de la radicalisation qui est un autre sujet et qui est peut-être également une des causes de cette mauvaise image de l'islam qui est mal représentée. Et donc la radicalisation a contribué à faire baisser l'image, à ternir l'image de l'islam. Et donc tous ces sujets-là attendent une réponse. Et je peux vous dire qu'après avoir porté cette responsabilité régionale pendant 2 années, qu'il est extrêmement difficile dans ces conditions de trouver des réponses à court terme. Parce que on n'imagine pas l'énergie que nous contribuons déjà à la seule fonction de représentation. Donc, par exemple, je peux vous donner un exemple. Notre président est allé aujourd'hui à une cérémonie avec le président de la République dans les Vosges. Moi-même, j'étais à une cérémonie d'installation du tribunal de grande instance de Colmar. Demain matin, il y a une autre cérémonie. Et donc, rien qu'en un jour, il y a plusieurs demandes à laquelle nous devons participer pour représenter absolument, parce que nous devons être présents dans ces lieux pour leur montrer que nous sommes dans cette société-là et que ces sujets nous intéressent. Et donc, rien que la représentation prend beaucoup de temps, énormément de temps. Et au niveau régional, nous avons plusieurs dossiers qui sont en cours. L'enseignement religieux localement, vous savez que nous sommes dans un droit local, nous avons des droits spécifiques qu'on appelle le concordat, qui nous accorde quelques droits, certains droits que nous voulons également obtenir au niveau de l'enseignement religieux. Il y a la proposition des autres cultes qui nous a été faite concernant l'enseignement de l'interreligieux, interculturel. Financement des ministres. Financement des ministres, la charte de l'imam que nous avons initiée pendant
ma présidence dans le cadre de l'instance de dialogue avec l'islam. Peut-être pour ouvrir un petit peu ce qu'est cette instance de dialogue avec l'islam, lorsque donc nous avons assisté en 2003 à la création du CFCM, qui est très contesté par la base, les fidèles, qui ne comprennent pas à quoi sert cette institution. C'est peut-être parce que peut-être que le CFCM n'a pas été très clair à ce point-là, que la communauté musulmane a du mal à accepter cette organisation. C'est-à-dire que c'est pas une institution, une plateforme qui s'est constituée naturellement. C'était pas une volonté de la base, de la communauté musulmane, qui a constaté l'absence d'une instance représentative qui s'est réunie pour créer cette instance. Cette instance a été d'abord demandée, voulue par les autorités publiques, le pouvoir politique, parce qu'elle avait besoin, naturellement, d'un interlocuteur, et donc cette structure a été créée. Et ce n'était pas la priorité de la communauté, et lorsque celle-ci a été créée, malheureusement, elle n'a pas les moyens, et donc elle ne peut pas apporter de réponse aux attentes des fidèles. Et tout naturellement, les fidèles se disent, mais à quoi sert cette institution ? À part participer au rendez-vous avec les politiques, les colloques. Donc, si une structure existe sans apporter de réponse aux attentes de la communauté, il est normal que les fidèles contestent l'existence et ne se reconnaissent pas. D'autant plus que cette instance, donc les personnes qui représentent cette instance, n'ayant ni les moyens financiers, ni la légitimité et le soutien de la base, sont très fragilisées et donc ne peuvent pas représenter correctement et porter des revendications devant les autorités. Et donc, lorsqu'on a vu constater l'insuffisance de cette structure, l'État a décidé d'y associer d'autres interlocuteurs, d'autres figures de la communauté musulmane, qu'ils soient académiciens, acteurs de la vie associative, pour renforcer la représentation des musulmans dans le cadre de l'instance de dialogue avec l'islam, donc qui a été créée sous la présidence de Manuel Valls lorsqu'il était Premier ministre. Il y a eu plusieurs réunions qui ont été faites au niveau national, mais également au niveau régional. D'ailleurs, nous avons très bien travaillé au niveau régional avec le précédent préfet et le préfet actuel, qui ont pris très au sérieux cette instance de dialogue avec l'islam. Quand elle a été créée, elle a fait beaucoup de débats. Elle a été vue comme une structure concurrente au CRCM et donc au CFCM. Mais au fait, c'était une collaboration intelligente avec le CRCM et cette plateforme, puisque nous avions le soutien, l'accompagnement, l'aide de l'État pour faire avancer les dossiers. C'est ainsi qu'on a pu obtenir des réponses à pas mal de questions, notamment par exemple la charte de l'islam était dans le cadre d'une commission dont la présidence était donnée à la ville de Strasbourg, dont M. Olivier Bitz, l'adjoint au maire, s'en était chargé. Et donc c'est dans ce cadre-là que nous avons pu travailler. Nous avons également obtenu, par exemple, grâce à l'initiative du préfet, un poste d'aumônier hospitalier au niveau de l'hôpital de Haute-Pierre. Donc un poste d'aumônier rémunéré, alors que la communauté musulmane n'avait pas de poste rémunéré. Les patients musulmans, quand ils sont malades, quand ils sont en fin de vie, avaient absolument besoin d'être assistés, d'être suivis. Et donc, il y avait la nécessité de créer un poste. Et c'est dans ce cadre-là que nous avons créé ce poste
Et puis évidemment, il y avait d'autres débats dans le cadre de cette instance qui a permis au CRCM d'avancer sur plusieurs sujets. Très bien, je vous remercie. On va revenir sur je voudrais revenir sur le sujet du CFCM. C'était pour essayer de bien comprendre vraiment la réelle place du CFCM. En fait, le CFCM essaie de préparer des projets pour la communauté musulmane, certes, mais est-ce qu'elle a réellement un impact dans la résolution des problèmes que rencontre la communauté musulmane en France? Est-ce qu'elle a pu résoudre des problèmes que revendiquaient les musulmans en France? Elle pourrait certes mieux faire, mais je pense que déjà au niveau de la communauté musulmane, nous avons besoin de prendre une conscience, d'avoir un changement de conscience et d'accepter que nous avons besoin d'une instance représentative. Malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. Les fédérations essayent d'être visibles et recherchent la reconnaissance au niveau de leur fédération. Pour cette raison-là, elles ne donnent pas tout leur soutien à cette structure. Elles ne donnent pas suffisamment de moyens à cette structure. Or, je crois qu'il serait beaucoup plus intelligent de la part de chaque représentant musulman, au niveau des fédérations, de constater que c'est dans l'intérêt général et de la communauté et de notre pays d'avoir une instance forte, puissante, soutenue par la base, légitime, avec des moyens. Cela permettrait non seulement pour l'État d'avoir un interlocuteur puissant pour discuter, mais également à la communauté musulmane de défendre d'une manière forte, puissante, et d'avoir des revendications pour résoudre le problème de la communauté. Donc votre question qui est de savoir si cette structure sert à quelque chose, si elle arrive à résoudre des problèmes, dans l'état actuel des choses, avec ses faibles moyens, elle le fait partiellement. Elle pourrait mieux le faire si elle en avait les moyens humains et financiers. Avec les faibles moyens qu'elle a, je trouve qu'elle fait avancer les dossiers. Par exemple, lorsque nous avons vécu des terribles moments lors des attentats, nous avons entrepris plusieurs actions au niveau régional, national. Nous, par exemple, au niveau régional, nous avons entrepris des actions avec les représentants des autres cultes. Donc nous avons fait une manifestation dans un centre socioculturel pour donner un message de fraternité, de paix entre les religions. Nous avons également fait un appel au niveau de la place de la République avec la participation des représentants des autres cultes et des représentants des autorités locales et les fidèles de la communauté musulmane pour dire que nous étions contre cela, pour condamner. Et parce que justement c'est un sujet peut-être qu'il faut sur lequel s'attarder, pour condamner la communauté nationale est dans l'attente de la part de la communauté musulmane de condamner davantage ces actes. Et nous sommes dans une situation un petit peu compliquée parce que nous considérons que nous sommes doublement victimes de ces actes horribles, que de toute façon nous condamnons. Parce que la plupart des personnes, des innocents qui décèdent sont également des musulmans, et d'autre part, par retour, nous subissons une augmentation depuis ces attentats, d'une augmentation vertigineuse des actes islamophobes. Heureusement, ces dernières années, celles-ci ont baissé, et donc nous sommes doublement victimes, et nous considérons que nous n'avons rien à voir avec ces personnes, c'est fou. Et malheureusement, la communauté nationale attend de nous que nous condamnions, et donc nous le faisons à contre-cœur parce que nous voulons envoyer un message. Toutes les personnes ne savent pas, les personnes initiées savent très bien que
l'islam n'a rien à voir avec ce genre d'actes, mais il y a des amalgames et je crois que beaucoup de politiques et la presse contribuent à nourrir cet amalgame, cette confusion, et donc malheureusement nous devons apporter des réponses et élever la voix. On l'a fait justement avec la contribution des représentants des autres cultes ici localement. Donc nous apportons également des réponses partielles pour l'abattage rituel, puisque le CRCM a organisé pendant 2 années de suite et maintenant elle le laisse gérer localement par des mosquées. Pour l'enseignement religieux, il y a un dossier qui est en cours. Donc nous discutons avec les autres représentants. Nous avons constitué une commission pour travailler, pour voir de quelle manière la communauté musulmane pouvait également espérer mettre en place au niveau régional des cours d'éducation morale, civique, culturelle, religieuse, parce que nous estimons qu'on ne peut pas apprendre le culte dans le cadre de l'enseignement public, mais le droit local permet aux cultes reconnus d'avoir un enseignement religieux. L'islam, malheureusement, n'en fait pas partie, donc nous essayons de voir de quelle manière nous pouvons bénéficier de cette possibilité-là. Nous avons été approchés par les cultes reconnus pour mettre en place un enseignement interculturel, interreligieux. Donc tout ça, toutes ces rencontres, c'est du temps, des discussions, des négociations, des rencontres avec les représentants de la communauté pour demander leur avis, pour essayer de les convaincre d'aller dans une direction ou une autre. Et nous avons par exemple travaillé également sur la charte de l'imam. Donc malgré les faibles moyens que possède cette structure, elle fait avancer les dossiers. Mais elle pourrait le faire davantage si elle en avait plus les moyens. Et je crois que dans la configuration actuelle, où nous avons, je ne vois pas de perspective de trouver une source de financement, sauf si toute la communauté, les fédérations et puis l'État également décident de donner des moyens. En parlant de moyens, il y a eu la création de la Fondation de l'Islam de France, qui est présidée par M. Chevènement, Jean-Pierre Chevènement, donc, qui est là pour financer la partie culturelle, sociale, éducative, l'enseignement de l'islam. Mais nous n'avons toujours pas de solution pour le financement du culte. Il est question de créer une association cultuelle pour répondre aux besoins de financement culturel et donc de la construction des lieux de culte, de leur aménagement, de leur rénovation, mais également de la formation des imams. Pour le moment, il y a un désaccord. Et pour la charte de l'imam également, il y a des désaccords parce que justement ces fédérations, la relation qu'elles entretiennent avec le CFCM n'est pas très saine. C'est bien pour ça, en fait, je voudrais toujours rester sur le CFCM. Il serait bon d'essayer de savoir, en tout cas, je pense que même les téléspectateurs voudraient en savoir plus sur le fait de comment les agents qui sont actuellement au CFCM, comment sont-ils recrutés et comment, quel profil est recherché sur ces personnes-là qui sont actuellement au CFCM, les représentants et les membres de ce bureau? Alors, il y a un fonctionnement, bien sûr, ce qui a été décidé en 2003 lors de la constitution, de la création. Il y a d'abord les grandes fédérations, donc, comme l'UOIF, le CCMTF, donc, qui est la coordination des associations, du réseau DITIP, si vous voulez. C'était CCMTF. CCTM. Il y a le RMF, donc il y a la mosquée de Paris, il y a la communauté Milli-Geluche, il y a la Fédération des associations africaines, il y a également l'île de la Réunion. Donc ces fédérations
ont déjà des places attribuées dans le conseil d'administration. D'accord. Ensuite, localement, pour résumer rapidement la procédure, chaque lieu de culte bénéficie de délégués par rapport à plusieurs critères, notamment la surface du lieu de prière. Toutes les 6 années, ces délégués élisent un conseil d'administration qui forme le conseil régional au niveau local. Et les présidents, et donc ce sont les conseils régionaux qui, à leur tour, choisissent le conseil d'administration national, dans lequel il y a déjà des places attribuées pour les grandes fédérations. D'accord. Et donc le conseil d'administration constitué choisit son président. La présidence au niveau national a été décidée, une présidence tournante toutes les 2 années. La première année, c'est M. Anwar Kibibech qui l'a faite. Ce mandat est porté par M. Ahmed Ograche, qui est le représentant du DITIP. Et puis le 3e mandat, je ne sais pas qui est prévu, il faut que je regarde. Et au niveau régional, donc nous avons constitué une liste avec 3 fédérations, la fédération Mligeluch, l'UOIF, qui au niveau national n'a pas participé aux élections, mais sauf ici en Alsace, elle a participé aux élections, et nous-mêmes la DITIP. Donc je suis un représentant du DITIP. Nous avons remporté les élections à hauteur de 82%, je crois, et donc nous avons constitué le bureau. Dans le bureau, il y a également les représentants de la liste opposée, et ces personnes-là, c'est les lieux de culte qui les choisissent. Donc c'est les délégués. Nous sommes moi-même, je suis un délégué du lieu de culte à Haute-Pierre de la mosquée d'Itip. Donc ce sont les mosquées elles-mêmes qui choisissent leurs délégués, qui à leur tour votent le conseil d'administration au niveau régional, puis au niveau national. Très bien, d'accord, je vous remercie. Vous savez, Monsieur Hadjan, il y a systématiquement une distinction qui revient quasiment dans tous les colloques ou les interventions quand on parle de l'organisation du culte musulman en France. Et la distinction, c'est la distinction entre l'islam de France et l'islam en France. Comment expliquez-vous cette distinction? Qu'est-ce que cela signifie réellement pour vous? Alors c'est un sujet délicat. Certains aiment utiliser l'islam de France et d'autres sont un petit peu gênés d'utiliser ce terme et parlent de l'islam en France. Si on aborde le sujet d'une manière administrative, d'une manière organisationnelle, au niveau de l'organisation représentative, régionale et nationale, et si on parle de l'islam de France dans ce sens-là, à mon avis, il n'y a pas de problème. Par contre, si on parle de l'islam de France dans le sens de modifier les prescriptions qui ne conviennent pas à une certaine partie de la population, là, il y a un véritable problème. Et la communauté musulmane est très frileuse à parler de l'islam de France parce que justement, elle a l'impression, elle a cette perception en tout cas, que lorsqu'on parle de l'islam de France, on essaye de vouloir adapter, façonner les prescriptions selon notre envie et d'enlever l'essence de la religion de l'islam. Donc, eux préfèrent parler de l'islam en France, parce que l'islam est unique, comme toutes les religions. Elle a des prescriptions obligatoires qui sont valables, que nous soyons en France ou dans un autre pays musulman. Donc, elle est universelle, elle ne peut être immuable. Par contre, il y a des situations dans lesquelles nous pouvons avoir une approche différente des choses. Et donc, dans ce sens, notamment au niveau de l'organisation, par exemple, pour nommer les imams, pour les révoquer, pour le financement, pour
répondre à certaines situations spécifiques en France. Donc dans ce cas-là, nous pouvons avoir des spécificités différentes. Une situation qui se présente en France peut être totalement différente, peut-être de la même situation qui se présente dans nos pays d'origine. Donc nous devons apporter des réponses locales. Par exemple, je vais vous donner un exemple. Mon numéro de téléphone figure sur la poste au niveau d'Internet. Lorsqu'on recherche le culte musulman, c'est mon portable qui est toujours renseigné. Et donc j'ai beaucoup d'appels de la part des citoyens de confession musulmane pour me poser des questions très quotidiennes, spécifiques, locales. Malheureusement, je ne suis pas imam, je ne peux pas répondre et donc je les adresse, les oriente vers les imams de mosquées. Par exemple, c'est un exemple qui est peut-être significatif. Un converti musulman s'est marié avec une femme musulmane. Et puis il y a eu une querelle, elle est partie, donc ce monsieur m'appelle, me dit, est-ce que nous sommes toujours mariés? Est-ce qu'elle est obligée, est-ce qu'elle a le droit de partir de la sorte? Que devons-nous faire pour rompre cette association, ce mariage? Je ne sais pas dans quelles conditions ils sont mariés et tout ça, mais je veux dire, il y a plein de cas comme ça. C'est parce qu'en fait, c'est le CFCM qui est mal perçu par la communauté musulmane, c'est pour ça. Par exemple, je pense que... À ce point-là, en fait, ils croient que c'est une institution religieuse. C'est peut-être pour ça, en fait. Voilà, c'est plus une institution administrative que religieuse. Mais je pense que néanmoins, le CRCM et le CFCM doivent absolument créer un conseil religieux pour que nos concitoyens puissent appeler et trouver réponse, même si localement, les imams, les mosquées essayent de répondre à ce besoin-là. Mais il y a beaucoup de personnes qui sont en dehors des cercles des lieux de prière et qui ont besoin et qui ont quand même un souci de respecter les prescriptions religieuses, qui ont besoin d'avoir des réponses à leurs questions. Et donc je crois que c'est un des rôles du CRCM de mettre en place un conseil de religieux ou de théologiens pour apporter des réponses. Et donc ce sont des situations spécifiques qui peuvent avoir des réponses différentes. Dans ce cas-là, on peut parler d'une organisation de l'islam de France, cela ne pose pas de problème. Mais je crois qu'il faut que nous clarifions ce sujet, que les personnes qui parlent de l'islam de France disent précisément ce qu'ils pensent quand ils parlent de l'islam de France, et que la communauté musulmane, de toute façon, n'a pas de problème pour avoir une organisation unique, autonome au niveau de la France, pour apporter une réponse à sa communauté, même s'il y a des difficultés, justement, de par ces fédérations, leur création sociologique, historique et leur lien avec le pays d'origine. Quand je parle de pays d'origine, et j'aimerais bien être compris correctement, je ne parle pas je ne dis pas qu'il faut rompre les relations. L'islam existe, est universel comme les autres cultes, et elle s'est développée dans les pays sur les terres musulmanes. Il y a tout un savoir, toute une pratique qui existe, toute une connaissance. La communauté musulmane en France ne peut pas couper tous les liens et tourner son dos à cette pratique. Sinon, ça serait comme considérer à la création d'une nouvelle religion sans connaissance, sans formation. Nous avons besoin d'avoir un lien avec les pays d'origine pour bénéficier de leur savoir, de leur connaissance, des formations qui existent, pour les transposer au niveau national ici, et jusqu'à ce que cette communauté s'autosuffise. Et même après, nous devons perdurer cette relation, mais je pense qu'il faut revoir cette relation, l'organisation de cette relation. Très bien, je vous remercie. D'ailleurs, quant au colloque, sur bien sûr le statut des cultes musulmans en France, il y a eu le projet d'une charte
des statuts des imams qui a été présenté. Donc avant de voir le contenu de cette charte, je souhaiterais savoir comment et par qui en fait a été élaborée cette charte, qui a proposé la rédaction d'un tel projet. Alors encore une fois, il aurait été préférable que la communauté prenne conscience qu'elle doit apporter un cadre, une normalisation à la nomination et la révocation des imams sur leur statut, leurs conditions de travail. Mais malheureusement, c'est pas cette volonté d'apporter une réponse n'est pas venue de nous-mêmes. Donc, je suis un des représentants de la communauté musulmane, mais c'est dans le cadre des problèmes d'insécurité et de l'état d'urgence après les événements horribles que nous avons vécus, que la question de responsabilité de la parole des imams, puisqu'il y a eu quelques mosquées qui ont été fermées. Donc, quand je dis ça, c'est sur 2500 lieux de culte, cela ne représente qu'une infime partie, donc c'est quelques lieux de culte où il y a eu le dérapage dans le discours des personnes qui dirigeaient, qui avaient cette responsabilité-là. Donc de là est partie la nécessité de cadrer, et donc c'est dans le cadre de l'instance de dialogue qu'il y a eu cette commission, et je crois que nous sommes l'une des régions pionnières là-dessus. Nous avons vu travailler à la rédaction d'une charte des imams. L'idée était d'apporter un cadre. Comme tous les autres cultes, tous les ministres de culte ont un cadre, un texte qui rédige, clarifie leur formation, leur rémunération, leurs droits, leurs obligations. Malheureusement, dans la communauté musulmane, il n'y a aucune organisation, aucune formalisation, aucun standard pour la gestion des lieux de culte et des imams. Il y a bien évidemment des organisations qui ont leur organisation interne. Par exemple, les réseaux d'ITIP travaillent avec des imams qui exercent leur fonction dans le cadre d'une convention, d'un accord entre la France et la Turquie. Il y a également des imams détachés algériens, marocains. Donc ceux-là sont suivis, sont encadrés. Il y a également certaines organisations comme Milligrush qui a une hiérarchie, donc il y a des responsables d'autres organisations également, mais il y a également d'autres lieux de culte qui n'ont aucune organisation, et donc il n'y a aucune procédure de nomination d'un imam. D'où la nécessité de créer un cadre national avec une procédure claire pour déterminer qui peut être imam, quelle doit être sa formation, son âge, les conditions de pratique de la langue française, les respects. Dans le contenu, oui, quand on rentre dans le contenu de la charte. Exactement, donc la charte aborde tous ces sujets-là, donc la formation, la maîtrise de la langue française, sa formation civile et civique, ses obligations, ses devoirs. Respect des lois de la République. Exactement. Donc, dans la charte que nous avons rédigée, je tiens à préciser également la contribution des représentants des autres cultes qui ont l'expérience, qui nous ont fait partager leur expérience dans la rédaction de cette charte. Nous avons également pris exemple sur un document qui a été élaboré en Belgique, et donc nous avons travaillé avec ces éléments-là pour arriver à cette charte. Donc que dit cette charte? Elle définit la procédure de nomination, d'obtention d'un titre pour l'imam. Un lieu de culte présente un dossier avec un certain nombre de documents au CRCM qui, après étude
l'avis du conseil de théologiens régional qui serait créé, de demander au niveau national l'attribution d'un titre d'imam pour une association et la nomination d'un imam. Pour que ce projet marche, il faut absolument qu'il soit vu comme une nécessité. Et que, par exemple, une association locale de gestion d'une mosquée ait un intérêt à demander l'homologation de son imam ou l'habilitation. Au niveau national, ils ont préféré le terme recommandation. Pour quelle raison une mosquée demanderait une recommandation, l'habilitation du CFCM? À quoi, qu'est-ce que cela lui apporterait? Et pourquoi elle se plierait à cette contrainte? Il faut d'abord répondre, je pense, à cette question pour que ce projet ait la chance d'exister et d'être mis en place. Et ça, je crois que les autorités locales ont un rôle à jouer qui pourrait privilégier les relations et puis les aides à ces associations pour qu'ils aient un intérêt à demander l'homologation. Il faut également renforcer les CRCM pour qu'ils puissent apporter des moyens pour la formation, puisque ces imams doivent être formés tout au long de leur exercice, de leur métier. Donc il faut qu'on puisse mettre des moyens pour répondre à ce besoin de formation. Il faut en tout cas donner un intérêt, un sens à un intérêt pour que l'association ou l'imam demande ce titre. À quoi elle lui servirait? Qu'est-ce que cela lui apporterait? Sinon, on pourra peut-être le mettre en place, mais elle n'aura aucun sens. Et dans ce cas-là, on pourrait peut-être un jour créer une structure, trouver des financements et avoir une organisation au niveau national propre à la France, avec des nominations et des révocations et l'organisation du culte. Et là, nous aurions un cadre avec des imams qui auraient un droit, notamment une rémunération décente, parce que la plupart des imams ne sont pas rémunérés à la hauteur de leur exercice et du temps consacré, parce que c'est un statut important dans la communauté, qui est un statut respectable, qui sert de médiateur et de facilitateur de résolution des conflits qui peuvent exister. Et donc, ce statut est important. Il faut évidemment faire en sorte que ces personnes puissent vivre correctement en exerçant cette fonction. Et donc, lorsque nous aurons réalisé un cadre, je pense que ça sera c'est dans l'intérêt et des imams et de la communauté de fidèles et des autorités qu'ils auraient un cadre transparent, une responsabilité pour agir et régler les problèmes qui peuvent exister. D'accord, très bien. Et concernant cette charte, ce projet, est-ce qu'il a été fini? Il va être appliqué dans les brefs délais? Comment ça va se passer? Ou il y a encore du temps? Vous travaillez dessus? Alors au niveau régional, la charte en elle-même, bien sûr qu'il peut y avoir des modifications, des améliorations. Je ne peux pas dire que ce texte est définitif et parfait, mais je crois qu'il faut commencer quelque part, et c'est une base. Et on pourrait choisir des régions pour expérimenter ce fonctionnement et la mise en place de cette charte. Mais je crois qu'il faut avant tout réfléchir à ce que je vous ai dit auparavant, trouver des moyens et inciter les mosquées à demander cette habilitation. Lorsque nous avons terminé cette charte, lorsqu'il y a eu le colloque auquel vous avez participé également l'année dernière, au niveau national également a été élaborée une charte qui se ressemble un petit peu, beaucoup sur les grandes lignes. Il n'y a pas beaucoup de différences
sinon que par exemple au niveau national, ils ont intégré la relation avec l'islam de France qui contribuerait aux formations civiles et civiques. Donc, à part ces quelques différences, il n'y a pas de grande différence entre ces deux textes, mais il y a une déclaration de cette charte au niveau du CFCM. Il y a des fédérations qui sont opposées sur la manière, parce qu'ils ont considéré qu'il n'y a pas eu assez de consultations. Encore une fois, nous avons été victimes de cette organisation, de la faiblesse de cette structure et de la domination des fédérations, parce que chacun recherche la priorité et souhaite que l'originalité vienne de sa part, que ce soit sous son égide, sous son contrôle. Et lorsqu'il y a eu la déclaration de cette charte, il y a eu des fédérations, notamment la Grande Mosquée de Paris également, s'est opposée sur la manière, et donc la mise en place a été reportée, ajournée. Nous réfléchissons actuellement au niveau régional pour éventuellement le mettre à titre d'exemple, comme laboratoire d'exemple qui servirait au niveau national. Je ne sais pas si on peut y arriver. C'est une nécessité, je pense qu'il est primordial de le mettre en place, mais faut-il encore créer les conditions de son acceptation au niveau des lieux de prière. D'accord, merci. Vous savez, suite au Concordat, ici, il y a une rémunération par l'État des ministres des cultes. Mais actuellement, à ma connaissance, les ministres du culte musulman ne perçoivent pas de rémunération de l'État. Donc, est-ce que si cette charte est mise en place, est-ce qu'elle favorisera la création d'un fonds pour la rémunération de ces ministres de culte par l'État? Alors, cette charte et le droit local qui permet de rémunérer les ministres de culte des cultes reconnus est totalement distinct l'un de l'autre. Si cette charte est mise en place, elle apportera un cadre transparent, une procédure qui formalisera l'exercice de cette fonction. Ensuite, la création d'un fonds propre au niveau régional qui pourrait rémunérer ces ministres du culte, je pense que c'est pas pour bientôt. D'accord. Puisqu'il y a ces fédérations, ces structures qui existent, qui financent, ou alors il y a des mosquées indépendantes dont les fidèles financent eux-mêmes. Par contre, pour aborder peut-être le droit local et le concordat, donc le droit local qu'on appelle le concordat, il y a cette situation permet d'avoir une relation apaisée avec les cultes. La relation que nous avons, les pouvoirs publics et les cultes entre eux, n'existe nulle part ailleurs. C'est une relation beaucoup plus apaisée, beaucoup plus fraternelle, ce qui crée les conditions de faire des choses ensemble. Par exemple, nous organisons dans le cadre du comité interreligieux de la région une marche de la fraternité. Elle a été faite à 2 reprises avec la participation des citoyens de toute confession qui va de la région jusque devant le Conseil de l'Europe et qui est une initiative qui nous permet de nous rapprocher, de fraterniser, et ce genre d'exemple n'existe nulle part ailleurs. Nous avons également la possibilité de nous rencontrer avec les représentants des autres cultes. Donc cette particularité crée cette condition-là. Par contre,
elle présente une discrimination pour le culte musulman. Les ministres des autres cultes bénéficient pour le paiement des salaires de leurs ministres. Donc le budget, je crois, est de l'ordre de 55 millions. Le culte musulman ne bénéficie pas un centime de ce financement. Maintenant, le CRCM et la communauté musulmane, jusqu'à présent, voyant que c'était dans son intérêt la création de cette condition qui fait avancer, qui apaise les relations, c'était également dans son intérêt de préserver cette situation, cette spécificité, mais également ne pas être la cause de la suppression des droits qu'ont nos frères en religion, en humanité, pour les autres cultes. Donc on ne souhaiterait pas qu'on nous reproche d'être la cause de la suppression, puisqu'il y a des opposants qui demandent la suppression du droit local. Mais bien évidemment, cette discrimination existe, cette inégalité, elle existe. Et je crois que à travers cela, on peut aborder la question de financement de l'islam. Donc je pense que, pour ma part, la laïcité peut être, j'essaie de trouver le bon terme, pratiquée et exercée d'une manière intelligente pour faire avancer les dossiers dans l'intérêt général. Et donc dans ce cadre-là, dans ce sens, on pourrait trouver des financements pour faire avancer des sujets. Par exemple, on reproche, lorsqu'il y a des projets de mosquées, que le financement provienne de l'extérieur. Comment voulez-vous répondre aux besoins si ces financements étrangers n'existaient pas? Localement, l'opinion publique n'est pas favorable à ce qu'un seul sou aille pour financer l'islam. Les politiques, les représentants n'ont pas le courage d'aller contre ce sens et donc sont très frileux, même si pour la mosquée de Strasbourg, il y a eu un financement public, donc au niveau de la région, le Conseil général et la ville de Strasbourg. Mais là, je parle en dehors de la construction des lieux de culte, pour l'organisation, la gestion. Si elle est possible ici, à Strasbourg, en Alsace-Moselle, le financement public est interdit en dehors de cette région. Donc je pense qu'il faut réfléchir comment peut-être créer les conditions d'apporter un financement, des moyens supplémentaires pour essayer d'organiser et d'apporter les moyens aux représentants, aux structures de la communauté musulmane qui seraient dans l'intérêt général. Très bien, je vous remercie. Et pour finir, ma dernière question consiste à vous demander au sujet de la procédure d'affiliation des imams à la CAVIMAC, la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes. Donc, y a-t-il des imams qui y sont affiliés? Quelles sont les conditions pour être acceptés dans cette affiliation? Donc, à ma connaissance, je crois qu'il y a eu des contacts avec la CAVIMAC pour l'adhésion des imams, mais cette discussion n'a pas encore abouti. Donc pour le moment, je crois que c'est un chantier encore à développer et à peut-être créer une caisse spécifique pour les imams, pourquoi pas, ou alors voir avec la CAVIMAC pour également négocier la cotisation des imams et ministres de culte et musulmans. Très bien. Je tiens à remercier M. Erjan d'avoir accepté notre invitation. Et nous étions ravis et honorés de vous accueillir sur nos plateaux ici ce soir. Et vous remercie. Merci à vous. C'est toujours avec plaisir que j'essaye d'apporter mes faibles contributions au sujet. Pas faibles, mais elles étaient très riches. On vous remercie beaucoup.
Et vous remercie aussi, chers téléspectateurs, pour votre soutien et votre fidélité que vous portez en étant présents tous les vendredis soirs à nos côtés. Sur ce, je vous donne donc rendez-vous à la semaine prochaine, vendredi à 20h, en espérant vous retrouver à nos côtés. Que la paix soit sur vous. On a mis 1 heure.